Salut YouTube, comment ça va? Sur Twitch, on s'est déjà dit bonjour avec toute la petite troupe, comme la semaine dernière. Alors, comme la semaine dernière, je vais faire une introduction de ce qu'est la Védothèque, parce que ça se peut que vous soyez nouveau, ça se peut que vous découvriez sur cette série spécifiquement. Et donc sachez que la Védothèque, c'est une série qui se décline en plusieurs émissions. Chaque émission présente un nouveau support. Donc là, en l'occurrence, on commence avec des mangas, parce que vous êtes au début de la Védothèque, vous êtes à la deuxième. Ça ne sert à rien de dire bonjour Dailymotion. Voilà. Du coup, voilà, vous avez les petits bouts en train du chat, comme d'habitude, mais je les aime beaucoup. Et donc, la Védothèque, qu'est-ce qu'on présente? On présente la bibliothèque de Vedo. Vedo, c'est moi-même. Donc vous allez voir ma bibliothèque de manga qui est en partie là. Vous allez voir aussi une partie de ma vidéothèque qui sera présente à certains moments. Donc la vidéothèque qui peut se décliner en série et en film. Dans un premier temps, on est sur une orientation plutôt production asiatique parce que c'est des productions qui sont plus souvent mises de côté, donc j'aimerais bien les mettre en avant. C'est une envie depuis un petit moment de partager mes expériences en manga, en animé, en film et en série. Je ne prétends pas avoir les connaissances exhaustives, la science infuse sur tout le sujet, surtout pas dans le cinéma et les séries, surtout pas dans le cinéma. Mais voilà, j'ai eu une expérience en librairie, notamment dans une librairie spécialisée en manga, qui s'appelle le Canfrier à Strasbourg. Si vous êtes dans le coin, sachez qu'il y a une librairie spécialisée. C'est important. Et donc voilà, je voulais partager avec vous ces expériences-là, d'où la création de la Védothèque. Et sans plus tergiverser, je vais laisser fin à l'introduction, qui est désormais notée sur YouTube parce que je fais les choses bien. Et si vous avez skip, eh ben vous n'avez jamais entendu ces parties. Mais sinon, eh bien, nous allons commencer notre seconde émission de la Védothèque avec comme sujet du jour A Silent Voice. Merci Mini Thomas pour tes 100 bits. Merci beaucoup, des gros bisous. Tu as lu Ghost in the Shell? Non, mais je l'ai vu au cinéma. Merci Verirung pour ton bits. Plus de thunes, mais il n'y a pas de souci, ça me fait énormément. Je viens de courir après Raja, il a volé une crêpe. Mais il faut le nourrir ce chat. Trop bien la démonétisation. Ah non, ici tout est monétisé. Alors, comment vous parler de Silent Voice sans trop vous en dire sur Silent Voice? C'est un sujet déjà qui m'a été inspiré par le jeu que nous venons de finir en live. Après moultes années après sa sortie, nous avons fait Life is Strange en live. Et Life is Strange est assez vaste comme sujet, mais on y retrouve en partie du harcèlement scolaire qui a été fait par Kate Marsh, enfin qui a été subi par Kate Marsh. Et je me suis dit, Silent Voice, c'est extrêmement prenant, et je me sentais un peu le besoin d'en parler, bien que ce soit un manga plutôt connu en l'occurrence. Je me sentais le besoin d'en parler, c'était très raccord à ce que nous avions fait en live, et donc je voulais vous présenter Silent Voice. Si Sky pour les 50 bits, désolé Véré. Life is Strange, quel jeu? Life is Strange, le tout premier. J'ai pas encore fait les autres. Donc voilà, si vous voulez voir la suite de l'aventure, n'hésitez pas à follow également sur Twitch. Je fais de la promo Twitch en prévoyant YouTube sur Twitch. Incroyable. Voilà, là en l'occurrence, on va avoir un autre type de harcèlement par rapport à celui-là qu'on a rencontré dans Life is Strange, parce que c'est plutôt un harcèlement infantile. On est encore début en école primaire, malgré les images qu'on voit juste ici. Et également, plus à fait que ce soit un harcèlement qui a lieu sur des personnes extrêmement jeunes, c'est un harcèlement qui a lieu dû à un handicap. Et cet handicap, c'est la personnage principale s'appelle Shoya Ishida. Ah. Attendez. Ah non, c'est bon. Voilà. Je me suis perdu tout seul, je suis désolé. Voilà, c'est ce format.
Ah, mais je te l'avais piqué aussi celui-là. Oui, tu me l'avais piqué, Oliel. Et donc du coup, je vous présente dans le coin là-bas Shoko Nishimiya, qui est une jeune élève qui est sourde depuis sa naissance et qui possède un appareil auditif pour l'aider à entendre les bruits. Pour elle, du coup, ce ne sont que des bruits qui entendent à entendre les bruits du quotidien, en tout cas les bruits environnants, mais elle a une surdité tellement élevée que l'appareil est très peu efficace sur elle. Elle a eu une enfance difficile parce que son père, face aux difficultés de l'handicap, a préféré quitter le domicile familial et laisser sa mère et sa fille en plan. Voilà. Et donc là, par exemple, nous avons l'introduction un peu de Shoko quand elle arrive à l'école. Et donc, du coup, elle explique qu'elle communique par cahier avec ses élèves parce que, étant sourde de naissance, elle a beaucoup de difficultés à parler. Et ensuite, nous allons avoir le côté du harceleur qui s'appelle Shoya Ishida. Et lui, c'est un peu la tête de groupe de la classe. C'est lui qui... c'est un peu la star de la classe. Il est casse-cou en tout genre. Il est prêt à sauter d'un pont, à aller jouer, à faire du sport. Tout ce qui est possible, il le fait. Et toute la classe est derrière lui pour le soutenir. Je me demande s'il n'y a pas un message sur l'ambiguïté sexuelle entre la fille cheveux bleus et la fille qui a disparu. Ah, dans Life is Strange, oui, on la sous-entend quand même, mais ça ne donne pas suite. Oh, fallait chercher loin là. On était de retour sur Life is Strange, je suis désolé. Eh bien, voilà, vous avez par exemple une des bêtises que nous fait Shoya en cours. Il se dit, je veux vérifier si elle est vraiment sourde. Ça se trouve, c'est des bobards. J'y crois peut-être pas. Et donc du coup, il enroule son cahier pour un peu faire un effet mégaphone. Et comme elle est assise juste devant lui, eh bien il se dit, je vais gueuler très fort. Voilà, mais elle l'a entendu à peine. Elle l'a entendu. Et voilà, donc du coup, ça ce sont nos deux personnages principaux qu'on rencontre tout au cours de la série. Donc le manga commence, on découvre un peu Shoya, donc son quotidien dans sa classe. Ensuite on découvre l'arrivée de Shoko qui est transférée en cours d'année. Il y a une situation très difficile pour les enfants parce que ils sont déjà amis, ils ont déjà leur groupe, ils ont déjà avancé dans le programme scolaire, ils ont leurs habitudes et une nouvelle personne arrive. Et donc forcément, Shoko, elle, tout ce qu'elle veut, c'est faire de son mieux pour s'adapter à la classe, à la société, ne pas déranger les gens. Et donc finalement, d'être un peu comme les autres. Et donc, elle, dans son quotidien, on découvre qu'elle est agacée parce qu'elle n'arrive pas à s'exprimer à l'oral. Elle n'arrive pas à communiquer avec les autres. Elle a besoin de son cahier. Et une autre personne que ça gêne, c'est Shoya. Shoya est ultra saoulée par le fait qu'il y a une nouvelle qui se pointe et elle n'est pas capable d'aligner deux mots, quoi. C'est trop pour lui, quoi. Et donc du coup, il commence à faire ce qu'on voyait juste avant, donc à lui faire des farces, à la pousser à bout, à tenter plein de choses pour l'énerver. Donc du coup, c'est tout simplement du harcèlement. Et son harcèlement, du coup, comme il est leader de la classe, comme il a un peu tête d'affiche, et ben du coup, les autres membres de la classe suivent à son tour. Mais il a quand même une initiative majeure par rapport aux autres élèves. Donc, son harcèlement se poursuit jour après jour à l'école. Et ses agressions se font de plus en plus violentes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il va chercher plus loin. Et le plus loin qu'il ait fait, c'est de détruire les appareils auditifs de Shoko. Et malheureusement, pas sans le savoir, même si peu de personnes sont concernées par ces maladies, que les appareils auditifs, ça coûte extrêmement cher. Donc imaginez pour une mère au foyer,
qui, voilà, il faut imaginer juste pour une mère au foyer, quoi, qui est de devoir racheter des appareils auditifs parce qu'ils ont été détruits. Donc du coup, ce qu'a fait la mère de Choco, eh ben, elle décide de porter plainte. Enfin, pas vraiment porter plainte, mais elle va voir le proviseur, parce que c'est pas normal comme comportement. Et donc, ce que ça amène à une intervention de l'école, et en l'occurrence, du directeur de l'école. Donc, c'est vraiment que ça a pris une bonne envergure au sein de l'établissement scolaire. Donc, Shoya, à ce moment-là, se retrouve réprimandé parce qu'il est auteur et coupable de la destruction de ses appareils auditifs. Et à ce moment-là, en fait, il arrive quelque chose d'horrible. Le harceleur passe au statut de victime. C'est-à-dire que sa classe se dédouane totalement de tous les actes qui ont été faits ces derniers jours depuis l'arrivée de Choco. Et donc du coup, ils disent « C'est Shoya, c'est pour sa gueule, c'est lui qui a fait ça ». Et donc du coup, alors qu'ils ont harcelé aussi, hein, ils étaient à côté, ils n'ont pas empêché la chose, ils se dédouanent de lui. Et donc du coup, ils commencent à le prendre lui en tant que victime, parce qu'il a été réprimandé en fait. Donc du coup, ils le font passer en... J'aime pas l'expression, mais en tête de turc. Donc du coup, c'est lui qui va se prendre les brimades, c'est lui qui va se prendre toutes les répercussions de sa classe. Et moi, je l'écris avec le C, mais il y a des gens qui l'écrivent avec le S aussi. Ça se regarde. Et donc du coup, en fait, tout lui retombe dessus. Il se retrouve isolé, plus personne lui parle. On lui adresse pas un mot. Choco, du coup, elle est de nouveau transférée parce que sa mère ne veut pas que ça se reproduise. Et donc du coup, il en entend plus jamais parler. Et voilà. Et donc du coup, Shoya, pendant toute la primaire, il se retrouve tout seul. Arrivé au collège, il se retrouve tout seul parce que c'est toujours les mêmes élèves, le bruit se répand, c'est un harceleur, voilà, c'est une mauvaise personne. Et arrivé au lycée, et il est toujours dans la même situation où il est ignoré de tous et il fait de son mieux dans la vie, quoi. On arrive du coup à la partie donc où il est au lycée. Il a 17 ans, si je ne dis pas bêtise. À ce moment-là, ils ont 17 ans. À ce moment-là, quand on reprend leur histoire, il est adolescent. Il a malheureusement perdu toute envie de vivre. Il est isolé depuis tellement longtemps. Et forcément, il n'a jamais oublié Choco. Il n'a jamais oublié ce qu'il lui a fait. Et il n'a jamais oublié les efforts. Avec l'âge, il s'est rendu compte des efforts que faisait Choco pour communiquer, pour interagir et finalement être ami avec lui. Et donc du coup, ça le dégoûte, cette sensation d'avoir été juste un sale con. Et donc il veut la revoir, il veut la retrouver, il veut lui présenter des excuses et mettre fin à ses jours. Il voulait avoir la conscience tranquille avant que tout s'arrête. Donc émotionnellement, on va se retrouver sur une histoire qui est très très puissante parce que vous avez deux caractères très opposés. Vous avez deux personnes qui ont été harcelées dans leur vie et vous avez des conclusions qui vont s'y amener qui sont extrêmement dures dans la réalité de notre quotidien, hein. Et d'autant plus quand on est des jeunes personnes. On est dans des périodes où on manque de connaissances, on manque de recul, on manque d'empathie, on manque de compréhension de la société et on se rend pas compte quand on est enfant forcément que c'est du harcèlement parce qu'on n'y est pas sujet, personne nous a expliqué. Et donc du coup, c'est ce qu'a souhaité mettre en avant l'auteur de ce manga. Avec A Silent Voice. Et quand je vous parle d'auteur, cette fois je vous parle encore d'une auteure et pas d'un auteur, parce que finalement des femmes mangaka qui percent, et bah ça fait quand même la deuxième, presque la troisième qu'on croise avec celle de Full Metal Alchemist. Je vous présente Yoshitoki Oima, qui est la dessinatrice et la mangaka donc de A Silent Voice. Alors j'ai précisé dessinatrice parce que généralement le dessin est délégué et ils n'écrivent que l'histoire. On dit une auteure ou une autrice au final.
une autrice, je crois que c'est... En fait, dans les deux cas officiellement, le mot féminin n'existe pas. Officiellement, dans la langue française, aucun des deux mots ne sont reconnus. Mais dans la manière où on essaye de faire de l'écriture inclusive, la version auteur a été préférée à autrice en termes sonores. Autrice pour que ça s'entende à l'oral, j'avais vu des sondages justement où c'était auteur qui était préféré avec un E. Mais bon, c'est pas le sujet du moment. Personnellement, je l'avais vu avec auteur, mais dans tous les cas, les deux mots ne sont pas dans le dictionnaire. J'avais entendu auteur également, voilà. Comme quoi, ça dépend sûrement du milieu. Et parmi les auteurs, on a de nouveau une vraie graine qui a germé très vite. Actuellement, elle a 31 ans, mais elle a commencé le manga à 19 ans. En tout cas, sa première œuvre, c'était à 19 ans, et c'était d'ailleurs avec A Silent Voice. Mais on y reviendra un peu plus tard, parce que A Silent Voice, c'est quelque chose de très vague par rapport à ce que je vous ai présenté. Et c'est une personne qui n'aimait pas le milieu scolaire. Elle s'ennuyait, elle était plus jeune que la classe. Parce que bon, système au Japon faisait qu'elle était plus jeune que tout le monde. Et donc du coup, elle était rabaissée un peu au rang de « tu sais moins que les autres parce que t'as un an de moins. » Et t'es une bébé, t'es pas capable de ce genre de choses, etc. Donc du coup, elle s'est retrouvée en partie un peu isolée dans sa classe. Donc elle a un peu subi une forme d'harcèlement. Pas la même qu'elle présente dans ses mangas. Et donc du coup, quand elle s'ennuyait en classe, elle faisait des gribouillages. Et ces gribouillages ressemblaient de plus en plus à des vrais dessins. Et donc du coup, elle s'est rendue compte qu'elle avait une vraie passion pour le dessin. Et suite à cela, ça lui est semblé logique de faire de cette passion un métier, de devenir mangaka, et donc dessinatrice également de manga. Et donc je vais vous présenter ses œuvres. La première, une fois n'est pas coutume, n'est pas arrivée jusqu'en France. Je pense que ça vous rappellera l'émission de la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. Les vacances de Jésus et Bouddha. Il a ses propres mots, vous n'avez pas envie de le voir, c'est bizarre. La première série qui s'appelle Marduk Scramble, c'est une série où elle n'a pas été mangaka, elle a été uniquement illustratrice, donc c'est à elle qu'on doit toute l'image de son manga. Ensuite, en 2013, est arrivé le premier tome de Silent Voice, et en un an et demi, un peu moins, j'adore le style du premier. Bah, si tu arrives à le trouver, je ne sais pas si depuis il a été exporté, mais à mes connaissances, non. Mangaka, c'est scénariste du coup. Effectivement, c'est imaginer le storyboard, tes personnages. Mangaka, c'est illustration plus parole. Alors, en vrai, je vais pas vous mentir. Chercher une définition exacte. Mangaka. Un mangaka est un auteur de manga, bande dessinée japonaise et soumis à un rythme blablabla. Les mangakas peuvent se partager le scénario et le dessin. Donc finalement, c'est un peu des deux. C'est bizarre, j'ai oublié de dire un mot dans ton message, Mini Thomas, désolé. Mais là, en l'occurrence, un mangaka en fait peut se partager le travail. Mais elle, en l'occurrence, elle a été juste illustratrice sur Marduk Scramble. Et sur les deux autres, elle a été mangaka seule, c'est-à-dire elle faisait dessin et storyboard. Donc elle a scénario, personnage, background et illustration. Elle a tout fait sur ces deux. Mais effectivement, je viens de découvrir comme vous que mangaka pouvait aussi facilement comporter illustratrice. Mangaka, j'utilise plus dans le terme de storyboard et background. Et voilà, donc du coup en 2013, elle démarre avec A Silent Voice, succès international, exporté du coup dans plusieurs pays, traduit plusieurs fois. Tout a été publié, donc les 7 tomes, parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé du nombre de tomes. Les 7 tomes ont été publiés en 1 an et demi à peu près. 7 tomes terminés en VO. Ouais, il me semblait bien que c'était que en VO, hein, mais Marduk Scramble, ouais, c'était fini depuis longtemps. Et donc du coup, on a eu un manga de 2013 à 2014, et 3 ans plus tard, après le début en tout cas, donc en 2016, on retrouve To Your Eternity, qui est un excellent manga. On est aussi sur un voyage, enfin cette fois on est sur un voyage d'éveil, donc on participe vraiment à l'éveil d'un personnage, mais on est aussi sur une thématique de problèmes de communication, qui est un peu un sujet récurrent du coup par rapport aux deux mangas. C'est une histoire aussi très prenante,
C'est une série qui est encore en cours, mais on en parlera également. Ça fait partie de la Védothèque, ça fait partie de ma bibliothèque, il est caché là derrière. Donc croyez-moi, ça vaudra le coup d'en parler. Et donc du coup, pour revenir à Yoshitoki Oima, donc notre auteur, elle a grandi avec une mère qui est interprète des signes. Donc elle était très familière avec, on va dire, ses problèmes de communication dans son quotidien, vu qu'elle l'a vu à travers sa mère. Donc elle a grandi très proche de personnes qui signaient dans leur quotidien. Donc elle a pu constater les problèmes de communication qu'ils avaient avec les personnes au quotidien. Et bonus, elle s'aidera même de sa mère pour que son manga soit signé correctement. Donc quand je dis signé, c'est parler de la langue des signes. Donc du coup, en japonais en tout cas, le manga est signé avec les vrais termes, ce ne sont pas des gestes random, on va dire. Ce sont les vrais mots qui sont exprimés par en signes, donc que ce soit sur le manga, comme on le verra un peu plus tard sur le contenu dérivé qui a été créé. Dans son manga, elle a préféré pour une fois que le point de vue ne soit pas du point de vue de la victime, donc on parle de Shoko, qui avait des problèmes d'audition. Elle voulait que le point de vue soit du côté de l'harceleur, de voir une évolution de la situation, de voir aussi des conséquences, parce qu'il a eu des conséquences à son harcèlement. Et elle trouvait que ça apportait un point de vue neuf au manga, parce qu'elle estimait, déjà à l'époque, que des mangas sur la victime, il y en avait énormément, mais pas sur les harceleurs. Et donc c'est pas qu'elle souhaitait les mettre en avant, mais elle souhaitait avoir un autre point de vue pour être marquante et impactante également. Et essayer d'apporter un regard sur la notion d'amitié. Comme je vous en parlais, quand elle était petite, Shoko voulait essayer d'être amie avec Shoya. Donc on est sur un regard de l'amitié. Mais notre auteur est très lucide sur la situation. Elle sait que avoir juste changé de point de vue n'a pas créé une révolution et que ça n'a pas eu de conséquences ou de répercussions positives majeures au Japon ou même ailleurs. Mais elle sait que grâce à son manga, la situation de ces personnes a pu être mise à la lumière, mise à jour, et que ça pouvait permettre d'ouvrir des débats, d'être sujet à la discussion, et donc de régler des problèmes au lieu de se retrouver dans des situations dans lesquelles on se retrouve dans le manga, même dans la vraie vie. Avant, je vous disais également que Silent Voice, ça vient de très loin. Et Silent Voice, c'était son premier manga avant Marduk Scramble. Donc là, je remets tout en cause par rapport à ce que je vous ai dit il y a 2 diapos. En fait, son premier manga, c'était Silent Voice. Mais à l'origine, c'était un one-shot qu'elle avait écrit en 2008, donc quand elle avait 19 ans, et qu'elle avait présenté à un concours qui lui avait valu une première nomination, c'est de meilleur manga débutant dans le Weekly Shonen. Et donc entre-temps, elle a eu son succès avec Marduk Scramble en tant qu'illustratrice. Et il y a toujours eu, suite à cela, des attentes par rapport à A Silent Voice. Et donc là, sur cette période-là, elle a imaginé une suite. Et donc on est passé d'un one-shot à 7 tomes. Mais croyez-moi, un tome, c'était pas suffisant. Mais donc elle a très bien fait. Et du coup, toute la publication de son manga, donc de 2013 à 2016, elle enchaîne nominations et distinctions en tout genre. Je crois qu'elle a eu au moins 5 récompenses pour encore plus de nominations. Et notamment 2 qui ont eu lieu à la Japan Expo en France. Donc elle est quand même venue chez nous. Et généralement, ils sont contents de venir chez nous. Nous sommes, comme je l'ai rappelé la semaine dernière, le 2e pays le plus consommateur de manga au monde. Le premier étant le Japon lui-même. Et donc forcément, ils sont très fans de nous, comme nous sommes très fans d'eux. Et nous sommes un public important pour eux. Et la Japan Expo, si vous ne le saviez pas, est le 2e plus grand rassemblement
liés à la culture japonaise et notamment au manga au monde. Le premier ayant également lieu au Japon, parce que bon, ils sont quand même plus que nous, c'est facile d'être plus nombreux que nous, mais voilà, nous avons quand même la chance d'avoir le deuxième événement mondial concernant la culture manga. Alors, en termes de contenu dérivé, on est venu de loin. On est venu de loin quand même. Alors, on devait avoir une adaptation en manga qui devait voir le jour entre Silent Voice et To Your Eternity. On devait avoir un manga qui devait voir le jour sur la même histoire, donc totalement canon. Et finalement, ils ont décidé qu'un film, c'était mieux. À voir, alors il y a... Ouais, tu parlais aussi également de la même chose, deuxième consommateur de manga au monde. Il n'y a qu'à voir dans la scène rock japonaise, les références françaises aussi, genre Versailles qui a fait ses costumes selon ceux de l'époque de Louis XIV. Alors, ça c'est un truc dont je parlais en live. Le Japon a une très belle image de nous, parce que c'est une image de la Renaissance. Donc forcément, quand ils viennent ici, il n'y a plus autant de haute couture, il n'y a plus autant de châteaux, il n'y a plus autant de gens polis, il n'y a plus autant de cours, il n'y a plus autant de propreté. Alors forcément, ça fait un petit décalage. Il tombe de très haut, hein. Ça s'appelle la dépression. Et c'est un vrai syndrome, je crois que c'est un nom, je me souviens plus du nom. Et c'est un vrai syndrome développé par les touristes japonais quand ils viennent chez nous. C'est une dépression, mais elle a un nom particulier, cette dépression. Et voilà, rien ne se passe comme on l'avait fait miroiter par les images qu'ils ont. Paris, Paris, il y a la Tour Eiffel, c'est la capitale, il y a de l'animation et on tombe de haut. Mais tu me diras, c'est pas mieux dans les autres villes. Hein, donc, j'aimerais pas les amener à Marseille, par exemple, les pauvres. On la gueule dans le métro, je peux te le dire, j'y crois. Hein. Donc finalement, on s'est pas retrouvé, comme je le disais avant, avec un manga. Enfin, avec un animé. On s'est retrouvé avec un film, du coup, qui colle sur une période un peu plus courte qu'un animé, sur 1h30, et qui est sorti en 2016. Alors malheureusement, bien qu'on soit un énorme pays consommateur, en tout cas sur le format papier, le Japon, la distribution cinématographique a décidé non, ça va pas faire de chiffres, ça va pas vraiment marcher. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont à peine distribué en France. Alors pour trouver une salle qui le distribue, si vous n'êtes pas à Paris, ça quel plaisir. Et je dis ça, je suis même pas sûr qu'il soit sorti en France. Je crois qu'ils l'ont annulé. Parce qu'au début on devait avoir des salles et finalement ils ont annulé. Ils ont dû aller en DVD. C'est bon, ça prend la tête, on fait un DVD, vous l'achetez si vous voulez. Donc finalement on n'a eu qu'un DVD. Nous n'avons pas eu la chance de pouvoir le voir sur le grand écran, alors qu'aux États-Unis, en Angleterre, juste à côté, il était disponible. La haine pure et simple. J'adore voir les films sur les grands écrans quand je le peux et quand le film m'intéresse. Et là, je ne pouvais pas. Vraiment, on s'est fait couper l'arbre sur le pied parce que c'était prévu. Et voilà. Donc on l'a pas eu. Aujourd'hui, donc vous avez toujours le format DVD qui est disponible et vous l'avez uniquement en replay sur Orange. En VOD payante, bien évidemment. Et donc non, Oliel, il n'est pas sur Netflix, il n'est pas disponible malheureusement. Et c'est dommage, ça a gâché quand même un beau film. Enfin, ce qui aurait pu être un beau film, parce que du coup, finalement, je ne l'ai toujours pas vu, je n'ai pas acheté le DVD, j'ai pas de lecteur DVD. Voilà, ça a gâché ce qui aurait pu être un beau film. On va voir directement le trailer. Cette fois, il est sous-titré en français, parce que forcément, il est sorti en français, donc cette fois, il est sous-titré. Mais voilà, donc cette fois, vous pouvez le voir. Je vais vous le montrer directement. C'est parti. Sous-titré, chut.
自分が犯した罪はそっくりそのまま自分に跳ね返る。その罪を背負い罰を受ける必要のある人間だと。そして俺は孤立した。待って、西宮！友達の定義ってなんだろう。そんなのいるもんか。俺と西宮、友達に。友達？何それウケる。いじめてたやつと友達？明日からちゃんとするから。明日からみんなの声もちゃんと聞きます。明日からみんなの顔もちゃんと見ます。Et c'était un mensonge, il n'était pas disponible au cinéma par la suite. Les dessins sont extrêmement choux, c'est hyper beau, et il a l'air si beau, purée, les animations sont si belles. Il est magnifique, il est fidèle au manga. En termes d'animation, je peux vous dire que les personnages sont extrêmement fidèles au manga. Ça me fout des frissons parce que c'est extrêmement bien animé, et connaissant l'histoire, c'est très fort émotionnellement, les moments que vous voyez. Les moments qui sont signés, c'est des moments très simples. Il n'y a pas eu de grosse animation. Il y a pas... On est très loin d'un manga, comme certains ont parlé au début, de Dragon Ball par exemple, qu'ils avaient envie de relire, ou les Chevaliers du Zodiaque. On est très loin de ça. Mais c'est extrêmement beau. C'est très prenant. L'histoire est très forte. Je vous promets qu'on s'y attache. Ça va partir en visionnage ce week-end. Je peux que vous le conseiller. Hein. Je peux que vous le conseiller de toute façon. Et donc forcément, bah, c'est quelque chose de très fidèle. Ça se voyait peut-être moins sur les mangas que j'avais partagés. Et c'est là que moi je me suis rendu compte d'une erreur de la semaine dernière. C'est que je vous ai pas montré à quoi ressemblaient les mangas. Voilà, c'était quelque chose que je vous avais pas montré. Vous avez vu que la couverture. Mais là, en l'occurrence, je voulais vous montrer à quoi ça ressemble quand vous l'achetez, vraiment le format papier, parce que finalement, le plus souvent, c'est aussi sur la tranche qu'on les voit. Donc actuellement, depuis quelques années, il y a eu un coffret. Même quand on ne connaît pas, c'est frissonnant, t'inquiète. Bah, j'espère bien, c'est que l'histoire est quand même bien ficelée et qu'elle est prenante très vite. Voilà, je vous présente la collection de mangas. Vous avez un coffret qui est disponible depuis maintenant au moins 4 ans. Et vous avez juste la tranche des mangas également que vous pouvez voir. Vous voyez que déjà, la tranche est très belle quand vous l'achetez ou que vous le piquez à quelqu'un. Effectivement, ça s'emprunte aussi. La tranche est très belle, le détail est très soigné. Que ce soit sur la tranche, sur la couverture ou sur le coffret. Il n'y a qu'une seule chose que je peux vous dire, mais je ne peux pas vous le montrer. Regardez la couverture de chaque tome. Si vous les lisez, si vous avez la chance de les lire, que vous vous donnez cette peine, regardez chaque couverture que vous allez lire. Regardez-la attentivement. Et essayez de ne pas avoir la boule au ventre quand vous allez lire certains tomes, parce que vraiment, il y a de quoi chier dessus. Si vous les lisez, et que vous l'avez vu et que vous n'avez pas compris pourquoi, vous voulez venir en parler, il n'y a pas de souci, on en parle, je vous explique, et quand vous l'aurez remarqué, bah croyez-moi que vous allez avoir une boule au ventre que vous auriez eu si vous aviez compris directement, et même que vous allez avoir comme boule au ventre, il y a de quoi chier dessus. Oui, non, en fait, c'est quelque chose de très particulier, et je connaissais rien, j'ai vu les couves, j'ai vu flou. Moi, je les ai juste montrés à Luce aujourd'hui pour lui expliquer justement. Et ça lui a directement, ça l'a directement sauté aux yeux, hein. Ça se loupe difficilement en vrai. Mais croyez-moi que moi, quand je l'ai eu sous le nez, bah j'étais pas bien. Et j'étais vraiment pas bien. Parce que y a de quoi chier dessus, effectivement, comme on est sur des thématiques autour du suicide, etc. De harcèlement, bah, forcément, il y a des moments où ça peut faire peur. Tu sais pas à quoi tu vas t'attendre. On veut voir maintenant. Mais en fait, je vais pas te le montrer. Je vais pas te le montrer, c'est un sentiment que je peux pas t'enlever quand tu seras à ta lecture.
Je me rappelle pas, je dois les relire. Mais étant attentif au visuel, pochette, album ou comics, c'est vrai que les jolies tranches, ça fait un plus. Bah justement, je voulais en profiter parce que je vous avais pas montré celle de vacances de Jésus et Bouddha. Donc je vous ai pris directement une photo de ma bibliothèque avec tous les tomes de Jésus et Bouddha, dont le 16e que je n'ai pas encore lu parce que je venais de le récupérer. Et voilà, en fait, ils sont trop beaux aussi. Chaque couverture est très originale sur sa devanture. Et les tranches sont extrêmement belles. Vous avez ce dégradé de couleurs dans la bibliothèque. J'aime trop les regarder. Je sais directement où ils sont. Je kiffe de ouf. Et merci Maxwell pour ton 4e mois. Et mon petit mannequin Echo, bien évidemment. Et par exemple, les vacances de Jésus et Bouddha, je les aime beaucoup. Ils sont très beaux. Vous voyez aussi d'autres mangas qui vous seront teasés, qui seront aussi présentés. Mais voilà, en l'occurrence, je voulais juste revenir sur les vacances de Jésus et Bouddha que je vous avais pas montré la semaine dernière. Et voilà, juste Silent Voice, qui sont très beaux, à y attacher beaucoup d'attention, ça se voit. Ça se voit directement. Donc voilà, c'était quelque chose que je tenais à vous montrer parce que j'ai oublié de le faire. Et ça m'a marqué quand j'ai fait Silent Voice et je me suis dit, c'est pas possible d'avoir fait cette erreur, Vedo. Et voilà, je voulais me rattraper, je voulais vous le montrer. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était la deuxième de notre édition de la Védothèque. Merci comme toujours de votre soutien sur la chaîne, que ce soit sur Twitch ou que ce soit vous qui regardiez silencieusement sur YouTube. Ça me fait extrêmement plaisir d'un côté comme de l'autre. C'est fini pour la Védothèque. On va se suivre juste après pour l'Aftertech. C'est passé vraiment trop vite, c'était trop bien. Et ouais, ça va faire 50 minutes qu'on est en live, ça fait 40 minutes de record. On est à peu près sur les mêmes timings que la dernière fois. Mais si ça passe vite, c'est que c'est prenant. J'espère que c'était prenant pour vous aussi. On se retrouve samedi en VOD pour l'Aftertech, également sur la chaîne. Vous pouvez retrouver en fin de vidéo la dernière vidéo qui a été publiée, bien évidemment. Je vous fais des bisous à tous et je vous dis à la prochaine. Au revoir YouTube.